Coucou. Les plantes. Mais ça va pas être complètement chiant comme sujet ça? Non mais franchement je veux dire tu regardes les fleurs au balcon de tata Ghislaine puis voilà t'as fait le gros. Pas la peine de te toucher la nouille sur la longueur de leur tige ou l'extension de leurs pétales. Bon j'avoue j'ai pas la meilleure connaissance botanique du monde et je pense que tout comme toi quand on parle de plantes je pense aux roses, aux tulipes, aux orchidées, à la petite Hélène bien roulée. Mais c'est pas une plante? Ah si c'est une très belle plante, oh putain. Enfin bref tout ça pour dire que quand on pense aux plantes généralement bah ça vole pas haut et pourtant il y en a certaines qui ont des propriétés toutes particulièrement fascinantes et qui devraient malgré leur nom compliqué beaucoup plus retenir notre attention que ton pauvre pot de géranium tout pété là. Donc du coup je ne vous fais pas plus patienter car nous, petite bande de filous que nous sommes, on va s'intéresser aujourd'hui à 5 plantes fascinantes. Numéro 5, Linnora africana. Ouais, je sens que ça va être le kiff ultime sur les noms. Bref, Linnora africana est une plante toute particulière tant visuellement que dans ses particularités physiques. Et non, ce n'est pas parce qu'elle ressemble étrangement à un vagin extraterrestre parasite prêt à dévorer littéralement ton petit sexe velu. Non, le fait est que cette plante fait partie de la famille toute particulière des Innoraceae, qui est assez spéciale dans la ligne végétale. D'accord que l'opinion il est vrai que tout le monde sait ce que c'est, que nous pouvons donc de cette manière appréhender de manière exhaustive ce point. Depuis quand tu maîtrises le second degré, toi? Bref, mais c'est pas le sujet. Tu vois la particularité de cette famille de plantes, bah c'est qu'elles ne possèdent pas de feuilles et qu'elles n'usent donc pas de photosynthèse. Donc en gros, très grossièrement, elles n'ont pas besoin de soleil pour vivre contrairement aux autres plantes. Mais du coup, comment elles font? Non, parce que c'est bien de vouloir se la jouer rebelle des plantes, mais c'est nous, Et bah c'est là qu'on trouve toute la particularité de Linnora africana, car en fait c'est une plante parasite. Et ouais, puisqu'elle n'use pas de photosynthèse d'elle-même, Linnora africana va aller parasiter les racines des euphorbes d'autres plantes afin d'obtenir les nutriments nécessaires à sa survie, tout comme le ferait un pauvre mec vivant aux dépens de la société tel que moi. Bah de cette manière, la majorité de la plante évolue sous le sol, puisque Linnora doit développer ses racines afin de saisir le maximum de points, et seule une fleur ressemblant à un champignon qui est juste moche et qui pue la merde fait surface. Donc à partir de là, l'odeur ignoble que produit la fleur attire des insectes pollinisateurs. Et une fois que ceux-ci pénètrent dans sa sorte de gueule dégueulasse là, grosse merde là, Linnora les prend en piège jusqu'à être suffisamment pollinisée avant d'expulser son pollen fraîchement issu de la culture locale, tu vois, afin de se reproduire. Alors il est à noter que Linnora, bah elle dépend tout de même énormément de son hôte, hein. Du coup si ce dernier meurt, et bah il sera quand même assez difficile pour Linnora d'aller parasiter d'autres plantes à temps, hein. Bon c'est tout de même assez moyen comme mode de vie, mais je trouve que ça balance quand même de sa schneck la race et que c'est assez badass quand on y pense. Numéro 4, la Saligyné... comment on dit? Ouais, bref, ce serait écrit. Plus fréquemment appelée la rose de Jéricho, et tu ne m'en voudras pas de l'appeler comme ça maintenant. Cette plante a l'air normale au premier coup d'œil. Cependant, elle ne doit pas son nom de rose de Jéricho pour rien, puisque celui-ci fait référence à la ville de Jéricho qui, dans la Bible, renaissait toujours de ses cendres. Et ouais, tu l'auras compris tout seul, cette plante est capable de revivance. Jésus est parmi nous. En fait, même complètement desséchée et morte d'apparence, la rose de Jéricho peut, au contact de l'eau, reprendre sa couleur verte et se réhydrater correctement. Mais comment celui-là se fait, ce topinambour? Eh bien, cette plante est tout simplement adaptée au milieu aride afin de pouvoir survivre quelques années sans s'hydrater, arrivant même parfois à se dessécher à un point tel qu'elle ne représente plus que 3% de sa masse initiale. Et ça c'est Bernard le Beauf Sointant qui doit l'envier. Alors dans ce cas de figure, elle se replie sur elle-même et réduit ses fonctions métaboliques au minimum syndical jusqu'au moment où, sur le point de mourir, les racines lâcheront la fleur afin qu'elle se laisse emporter par le vent et qu'elle ait une chance de trouver un point d'eau où elle pourra alors revivre normalement. Excusez-moi, c'est le genre d'histoire qui me trouble au fin fond de mon cœur. Non mais c'est juste que ça me rappelle quand j'ai dû me sacrifier en donnant mon corps au corps fragile à un vieil homme, tout dégoûtant. Alors évidemment une telle fleur, tu t'en doutes, bah elle laisse place à des croyances et par exemple dans la culture vaudou, cette plante était utilisée pour invoquer amour et fortune tout en dissipant les énergies négatives lorsqu'elle était portée en pendentif. Bon, on n'a rien à dire niveau symbolique des fleurs, hein, parce qu'il y en a quand même certains qui offrent des fleurs à des filles en espérant qu'elles leur offrent la leur en retour, donc bon, hein, voilà. Numéro 3, la Nepenthes Attenboroughi. Bon, on va pas se mentir, on voit clairement de quoi est inspiré Amplifleur dans Pokémon avec cette plante qui n'est pas forcément très agréable de faciès. Non, en vrai, c'est tout simplement inspiré d'une plante de sa famille, Dwarei, mais bon, je vais pas t'embrouiller. Bref, ne nous éparpillons pas et procédons de manière structurée, mes couillasses. Grosso merdo, cette plante est l'une des plus grosses plantes de sa famille, à savoir les Nepenthes, qui est l'une des familles contenant les plantes carnivores les plus grosses du monde. Et ouais, on se fait pas chier ici, toujours dans l'excès. Et non, ça n'a rien à voir avec un quelconque complexe d'infériorité quant à la taille de mon sexe. Ça nous intéresse pas en fait, Topinambour, nous on veut juste la taille de la plante. Ah ouais, désolé. Donc la Nepenthes Attenboroughi machin là, bah elle peut atteindre les amenvas, ce qui est plutôt énorme. Et elle a été découverte assez récemment puisque c'est en 2007 aux Philippines qu'on trouva cette plante à près de 1500 mètres d'altitude. Les botanistes trouvant cela d'ailleurs assez fascinant qu'une plante carnivore de cette envergure n'ait pas été découverte plus tôt. Mais pour tout vous avouer, moi je m'en bats légèrement les steaks, hein, puisque ce qui m'intéresse avec cette plante, puisque c'est une putain de plante carnivore, bah c'est de voir comment elle piège ses proies et les bouffe. Bah en fait c'est aussi simple que compliqué, ce qui ne veut strictement rien dire. Elle sécrète à l'intérieur d'elle-même une sorte de liquide sucré qui attire les insectes et même les rongeurs, c'est dire la taille de la plante. Et une fois ceux-ci pris au piège, ils ne peuvent que difficilement sortir et finissent alors par se noyer et se faire digérer, chose qui est absolument ignoble. Numéro 2, l'Elitop. Ah tiens, c'était assez simple. Ces plantes venant d'Afrique australe portant le nom de plantes cailloux et de pierres vivaces sont, comme tu as dû le remarquer, une particularité qui n'est pas des moindres. Bah ouais, ce sont des cailloux, des pierres. Enfin voilà, en fait, y a rien à savoir, c'est juste de la roche. Je vous ai juste fait croire que c'était une plante en fait. Mais non, je décolle, on rigole bien entre nous, hein. Non, en fait, c'est vraiment des fleurs, mais elles ressemblent fortement à des cailloux. En effet, la partie supérieure de leur feuille nous donne l'illusion de voir un caillou et au centre de celle-ci se dévoile la... C'est très érotique comme propos. Alors
Alors ce genre de mimétisme passif, et j'insiste sur le passif, permet alors au lithope de se camoufler au sein de pierres pour se cacher d'éventuels prédateurs. Mais plus loin que ça, ces feuilles constituent non seulement une réserve d'eau, mais permettent également de lutter contre le climat extrême des contrées dans laquelle elle vit. Il se trouve qu'elle vit presque entièrement dans le sol et laisse seulement sortir la partie supérieure de ses feuilles afin de réaliser la photosynthèse. Alors de plus, afin d'assurer leur pérennité, au printemps, les anciennes feuilles meurent et une nouvelle paire pousse et se nourrit de l'ancienne. Il y a un léger problème d'éthique quand même, on se nourrit pas de ses membres morts. Comment? Ah oui, c'est des plantes. Ah oui, c'est vrai, désolé. Numéro 1, la Mimosa pudica. La Mimosa pudica, aussi connue sous le nom de sensitive, ouais, comme les serviettes hygiéniques là, est une plante toute particulière puisqu'elle est sensible au toucher. Et oui, la petite se replie sur elle-même dès lors qu'on lui effleure son bourgeon virginal, son petit bouton rose. Bon, je suppose que vous la connaissez déjà vu qu'elle a fait le buzz, mais savez-vous pourquoi cette plante tropicale agit de cette façon? Parce que c'est une grosse coincée. Alors deuxièmement, t'as conscience que les plantes n'agissent pas comme les humains ou ça se passe comment? Et premièrement, ferme ta gueule. Dans toutes les langues du monde, ferme juste ta gueule. Du coup, si les feuilles de la plante se referment sur elles-mêmes, bah c'est tout simplement car elle se sent en danger. Ouais, en gros, elle est vraiment coincée. En effet, lorsqu'un prédateur l'approche, elle se replie sur elle-même pour deux raisons. La première étant qu'elle semble ainsi morte et donc du coup, elle est beaucoup moins appétissante, ce qui ne motive pas trop le prédateur à la manger, hein, on est d'accord? Non, parce qu'imagine, tu vas manger un poisson et tu le vois laisser une légère traînasse de diarrhée puis tu le vois le remonter à la surface. C'est ce qu'on appelle dans le jargon quelque chose de particulièrement écœurant. Ensuite, c'est tout simplement parce qu'en dégageant ses feuilles, des petites piques sur la tige se dévoilent, afin de pouvoir au mieux intimider le prédateur ou au pire, le blesser. Oh, mais c'est qu'elle se défend. Mais il faut tout de même savoir que cette technique de défense est possible grâce à l'eau présente dans les feuilles. Et ouais, lors d'un stimuli, la sensitive va tout simplement épuiser ses feuilles de toute eau, ce qui permettra alors de les faire se replier très rapidement, tout comme la France en 39-45. Bah pour conclure, ce que je dirais c'est que ce que je trouve fascinant avec ces plantes, bah c'est tout simplement qu'elles ont des propriétés genre complètement folles. Et à partir de ça, on voit que le règne végétal n'a rien à envier au règne animal et qu'il est tout aussi varié et développé. Et ça, je trouve ça quand même assez fou. La vidéo est finie, aujourd'hui je vous présente une chaîne dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Du coup aujourd'hui je vous propose d'aller voir la chaîne de l'Icarion Rock, un youtubeur qui fait des critiques cinématographiques humoristiques. Et c'est vraiment l'une de mes chaînes préférées. Il mérite vraiment une meilleure visibilité et en plus c'est un type génial, donc n'hésitez surtout pas à le partager en masse. Et ensuite en parlant de partage, bah il y a aussi une autre vidéo que vous pouvez partager. Bon, il s'agit de la mienne, je l'avoue. Et ensuite, niquez sa mère au pouce bleu. J'ai envie de voir un nombre incroyable de pouces bleus. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, Twitter, c'est mon bésodrome, hein, je sors que des conneries dessus. Et Facebook, c'est juste pour les annonces de la chaîne. Vous aurez les liens dans la description comme d'habitude. Sur ce, moi je vous dis... Au revoir mes cochons. Et à très bientôt, mes gros cochons. Tu sais pourquoi elle a le teint vert? Non. Parce que ces photos, c'est de la synthèse.